Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. L'espoir de paix au Vietnam renaît. Les négociations de Paris reprendront début janvier. Le président Nixon a décidé de faire cesser les bombardements au nord du 20e parallèle. C'est évidemment la grande information de la journée et nous allons y revenir. Mais je vous propose de commencer ce journal avec les premières images de la catastrophe aérienne de la région de Miami aux États-Unis. Très tôt ce matin, un Tristar des lignes intérieures américaines s'est écrasé dans une étendue marécageuse avec à son bord 167 personnes. Il y a, selon les derniers renseignements, 93 rescapés. C'est la première fois qu'un avion géant, aussi gros que l'Airbus, est accidenté, Jean-Pierre Chapelle. Le premier accident au monde d'un appareil gros porteur aura donc tué près de la moitié de ses passagers. C'est là, dans ce parc national des Everglades, une zone marécageuse infestée d'alligators et de serpents venimeux, que les hélicoptères des gardes-côtes américains ont trouvé l'épave disloquée du Lockheed Tristar. Les hélicoptères ne pouvaient pratiquement pas se poser dans cette zone. Il a fallu utiliser les hydroglisseurs à fond plat des chasseurs et gardes-côtes de la région. L'accident s'est produit à 23h42 heure de Floride cette nuit, 5h42 heure de Paris. Le Tristar venait de New York, il allait se poser sur la piste de Miami et soudain, il a disparu des radars de contrôle. À peine l'alerte donnée, on apprenait que le Lockheed s'était écrasé dans les marais des Everglades. Des Indiens d'une tribu qui s'appelle les Miccosukee, établis à proximité, ont participé eux-mêmes au secours. Tous les survivants, presque tous blessés, ont été transportés à l'hôpital Palmetto de Miami. Pour le moment, personne ne peut expliquer la cause de cette catastrophe. Il faisait beau temps, l'appareil semblait normal. Une commission d'enquête est en route pour les lieux de l'accident. Avec eux, le vice-président d'Eastern Airlines, l'ancien astronaute Frank Borman, qui a lui-même participé au secours. Il a rendu compte du calme des passagers qui ont nagé pendant des heures, sortis de l'avion pour essayer de retrouver un peu de terre ferme et attendre les secours. Vous voyez ici l'arrivée des blessés, des survivants blessés à l'hôpital de Miami. Des scènes déchirantes se sont produites, les familles qui attendaient certains des leurs pour les fêtes de fin d'année, ne retrouvant pas parmi ces survivants les leurs. Le Lockheed 1011 Tristar est un des plus récents gros porteurs de l'aviation civile. Il n'est en service sur les lignes américaines que depuis le mois de juillet dernier. C'est un appareil du même type que le Douglas DC-10, un peu le rival de l'Airbus européen. Comme le Boeing 747, il peut transporter plus de 350 passagers. Il est équipé de 3 moteurs, Rolls-Royce et RB211, des moteurs anglais. Le Tristar, pour le moment, n'est en service que sur des lignes intérieures américaines. Eastern Airlines possède 24 de ces appareils, comme celui que vous voyez décoller. Pour les Vietnamiens, les fêtes du Nouvel An seront donc placées sous le signe de l'espoir. Je vous le disais en titre, le président Nixon a ordonné que cessent les bombardements au nord du 20e parallèle, sur Haiphong et Hanoï notamment. Un accord est intervenu en effet entre Américains et Nord-Vietnamiens pour reprendre les négociations de Paris. Le 2 janvier entre experts et le 8 janvier entre messieurs Kissinger et Le Duc Tho, les deux principaux négociateurs. Selon son porte-parole, le président Nixon a décidé d'arrêter les bombardements aussi longtemps que des négociations sérieuses se poursuivront. Du côté nord-vietnamien, on estime que l'objectif a été atteint, c'est-à-dire n'accepter la reprise des discussions qu'après ce geste de Washington. En tout cas, il est temps que les B-52 cessent de déverser leurs bombes sur Hanoï, la capitale du Nord-Vietnam. Vous allez vous en rendre compte en regardant un document. Les premières images en provenance de Hanoï depuis la reprise des bombardements il y a 13 jours. Michel Bader. Ces images témoignent de 12 jours de bombardements intensifs sur Hanoï et Haiphong. Chaque nuit, les bombardiers géants B-52 ont frappé la capitale nord-vietnamienne. Ils ont déversé des centaines de tonnes de bombes. Le bilan est lourd, sanglant. Rien qu'à Hanoï, on compte selon les autorités 2000 tués civils et 2000 blessés. Les correspondants de presse occidentaux en poste à Hanoï s'interrogent. Pourquoi ces bombardements?
Si l'objectif était de créer un sentiment de panique dans la population civile, l'objectif est manqué. Le moral tient, malgré les morts, malgré les blessés. S'il s'agissait d'amener les dirigeants nord-vietnamiens à assouplir leur position, ces mêmes dirigeants répondent, après 30 ans de combat, de lutte et de sacrifice, ce n'est pas maintenant que l'on va plier le genou. À l'aube, les secours s'organisent, avec souvent des moyens de fortune. Les chirurgiens opèrent pour la plupart sous des abris en béton enfouis sous la terre. Notre problème, a déclaré l'un de ces médecins, c'est de choisir. Nous sommes obligés de laisser les plus gravement atteints de côté car ils vont mourir. Près de 700 000 habitants d'Hanoï ont quitté la ville lorsque les bombardements ont commencé. Chaque foyer est devenu un abri. Ces enfants se réfugient dans des trous individuels qui ont été creusés en bordure des chaussées. Au carrefour se trouvent les abris collectifs. Alors qu'Hanoï affirme avoir abattu près de 80 avions, dont 33 B-52, Washington ne reconnaît la perte que de 19 appareils. Celui-ci s'est écrasé dans la périphérie de la capitale nord-vietnamienne. Le nombre des prisonniers de guerre au Nord-Vietnam s'élève maintenant à près de 600. Dans leur quasi-totalité, ce sont des pilotes. 10 d'entre eux ont été présentés à la presse jeudi à Hanoï. Je suis le capitaine David. Je suis né en 1947. J'appartenais à un équipage de B-52 qui effectuait une mission au-dessus du Nord-Vietnam le 22 décembre 1972. Mon appareil a été abattu. J'ai été recueilli et bien traité par la population locale. J'embrasse ma femme et je lui souhaite de garder bien les enfants. I was born on 21 May 1931. Je suis né en 1931 en Californie. I was flying in a B-52 near Hanoi Je survolais Hanoï when we were hit lorsque by le a SAM. B-52 a été touché par un missile SAM. I would like to say that I have been treated real Je voudrais well dire que j'ai by été all très the bien people traité. here in North Vietnam. I would also like to take this Je profiterai de cette opportunity occasion to pass along pour to all a pour very souhaiter Merry un bon Christmas Noël et la nouvelle and année a à ma Happy New famille. Year, and say a great big hey to all my friends and my family back home. Thank you very much. Quelle émotion douloureuse et difficilement contenue dans la voix et dans le regard de ces prisonniers américains. Après l'interruption des bombardements américains, qui est devenue effective ce matin, une trêve de quelques heures sur l'ensemble du territoire vietnamien devient donc possible. Les autorités de Saigon et de Hanoï ont en effet décidé d'arrêter les hostilités pendant les fêtes du Nouvel An. À Paris, M. Maurice Schuman n'a pas caché sa satisfaction en apprenant les derniers développements de l'affaire vietnamienne. Je commence à croire que nos efforts constants n'auront pas été vains, a déclaré le ministre français des Affaires étrangères. Il y a des hommes pour qui la guerre ne finira jamais. Depuis 1944, quelques milliers de Japonais refusent obstinément de retourner chez eux. Ils sont restés sur les lieux des combats, luttant contre un ennemi invisible. C'est un reportage de Jean Lanzy. Les Philippines. 2 mois de recherche déjà. Hiru Onoda, lieutenant de l'armée impériale, continue sa guerre dans la jungle de l'île de Lubang, l'une des 7000 îles qui forment les Philippines. Les équipes de recherche resteront au travail jusqu'au mois de mai s'il le faut. Pour persuader Onoda de se rendre, et parce que la guerre est finie depuis 28 ans. Mais le 19 octobre, Kozuka, un autre soldat japonais aux côtés d'Onoda, a été tué par une patrouille philippine. On a beau multiplier les appels, laisser dans la nature des copies du texte annonçant la reddition de l'armée japonaise, Onoda a peur, il a tué des Philippins en se défendant. Il ne croit pas que l'heure est venue de se rendre. Laos. Des troupes à l'entraînement à quelques kilomètres de la piste Ho Chi Minh. この5キロ先にはホーチミンルートインドシナ解放勢力の補給路がある。
Cet officier du 3e régiment de l'armée royale laotienne, c'est un Japonais, le commandant Yamane. Vaincu, il n'a pas voulu retourner au Japon. Récupéré après la défaite, il a complété son instruction militaire à l'époque française. Voici ses enfants, sa femme. Yamane s'est intégré au Laos. Il s'appelle aujourd'hui Sawato. C'était la guerre, voici plus d'un quart de siècle. C'est encore la guerre aujourd'hui. Il y a des hommes qui aiment ça. 27年間、山根さんには日本語を使う機会はほとんどなかった。 Thaïlande, l'ancien Siam, un village parmi d'autres, les paysans, les cotonnades, les soieries. Et dans ce village, un marchand parmi d'autres, encore un ancien soldat. Lui s'est caché longtemps après la défaite, avant de dire son vrai nom, Nakano Yaishiro. Pour faire croire qu'il n'avait jamais été japonais, il s'est même fait tatouer des inscriptions en thaïlandais sur l'avant-bras. Aujourd'hui, le commerce semble prospère, le Japon est loin, Yaishiro s'est fait une autre vie. Il ne retournera pas dans son pays d'origine. Toujours en Thaïlande, un hôpital de Bangkok. Et là, l'un de ces soldats de l'autre guerre, un homme sans nom, il a tout oublié. Il sait seulement que la guerre l'a meurtri. Quand on lui tend une chemise, il la plie avec soin et il va s'en servir pour bander sa jambe. Tout ce qu'il peut écrire, avec peine en caractère japonais, c'est un numéro, celui de la locomotive qu'il a regardé passer, caché au bord de la voie ferrée pendant de si longues années, avant qu'on le découvre et qu'on essaie de le guérir. Dans les studios de la télévision japonaise à Kobe, on a montré ce film à celui que l'on suppose être son frère. Un regard, un autre regard, des gestes incompréhensibles. La guerre est-elle bien finie pour lui aussi? Philippines, Laos, Thaïlande, 4 cas. Mais de la Birmanie aux îles du Pacifique, de 3 000 à 10 000 soldats de l'Empire du Japon croient encore que la guerre n'est pas terminée. Les Palestiniens estiment avoir été trahis par les 4 hommes auteurs du coup de main contre l'ambassade israélienne à Bangkok. Cette opinion émise par un journal libanais semble être confirmée, en tout cas, par la décision de l'organisation Septembre Noir de traduire les 4 hommes devant un tribunal révolutionnaire. Pour le moment, les fédayines de Bangkok sont gardés au Caire, où ils sont arrivés hier. Il n'est pas certain que Paul VI puisse célébrer la messe le 1er janvier à l'occasion de la Journée mondiale de la paix. Le service de presse de la Cité du Vatican a fait savoir en effet que le pape est légèrement souffrant. Depuis 48 heures, il a un début de grippe. Son médecin lui a ordonné quelques jours de repos. Juste avant le début de ce journal, M. Météo a répondu à la question que la plupart d'entre vous se posaient. Quel temps fera-t-il pour marquer l'arrivée de l'année 73 ? En 2 mots, je vous rappelle tout de même qu'il doit continuer à faire froid, mais avec moins de pluie et davantage de soleil. Ces prévisions seront particulièrement bien accueillies dans le sud-est et en Corse, où les inondations de ces derniers jours ont fait des dégâts importants. En montagne aussi, le froid et la neige seront les bienvenus, en écartant au moins en partie les risques d'avalanche. Prudence tout de même si vous skiez dans les Alpes ou dans les Pyrénées. Les 2 coulées de neige, qui ont fait au total 7 morts à Isola 2000 et aux 2 Alpes, sont plus que des avertissements. Écoutez d'ailleurs les explications et les conseils d'un spécialiste de l'étude de la neige. En moins de 24 heures, 2 avalanches dans les Alpes françaises. Monsieur Meyer, est-ce que les conditions nivologiques sont particulièrement défavorables à l'heure actuelle? Effectivement, à l'heure actuelle, la neige qui est en place, aussi bien dans les Alpes du Nord que dans les Alpes du Sud, est extrêmement fragile.
Malgré le peu d'enneigement qui existe, cette couche a subi des basses températures au cours de ces 2 ou 3 dernières semaines. Et ces basses températures ont fait que cette neige s'est métamorphosée et a formé des cristaux en gobelets. C'est un échafaudage comme un jeu de cartes. À la moindre surcharge, ce château de cartes s'effondre et peut aller à l'avalanche si la pente est suffisamment importante. En résumé, M. Meyer, et pour conclure, il faut, je crois, dire qu'actuellement la montagne est dangereuse et il faut redoubler de prudence. C'est vrai, actuellement, on peut le dire, la neige en place, et surtout la neige au-dessus de 2200 mètres, 2400 mètres d'altitude, étant donné qu'elle est hautement évoluée, est dangereuse pour tout skieur. Donc, la recommandation qu'on peut faire, c'est que les fanatiques du ski sauvage, de se renseigner et d'y aller très prudemment en respectant toutes les règles de sécurité qu'on doit prendre en pareil cas. Après ces quelques conseils, élémentaires peut-être mais utiles, voyons maintenant ce qu'on peut faire avec 2 skis, de l'audace et beaucoup d'entraînement. Le premier tournoi de saut à ski de la saison se déroule en ce moment en Allemagne. Et c'est un Allemand de l'Est qui a réussi le saut le plus long. Commentaire de Pierre Congioni. Il n'y avait pas de neige à Oberstdorf aujourd'hui. Aussi, les organisateurs de la première épreuve du tournoi des 4 tremplins ou des 4 collines ont été obligés d'importer celle que vous voyez. On pensait que le japonais Yokio Kasaya, champion olympique au petit tremplin à Sapporo, pouvait ici, sur celui de 110 mètres, obtenir une place parmi les premiers. Avec 95 et 91 mètres, il ne sera que 43e. L'Allemand de l'Est, Henri Glass, va réaliser 99,50 mètres dans la première manche. Avec les 106 mètres obtenus dans la deuxième manche, il totalise 226,20 mètres, ce qui lui vaut une 3e place. Les points attribués comprennent une cotation basée sur la distance et un coefficient attribué par les juges sur le style du candidat. Un autre Allemand de l'Est, Hans-Georg Aschenbach, va réussir 101,50 mètres et 106 mètres. 233 points, c'est une 2e place. Avec Rainer Schmidt, un compatriote des 2 précédents, c'est presque la perfection. Un léger balancement, l'angle idéal de 30 degrés entre le corps et les skis vont lui permettre de réaliser 102 et 105 mètres, ce qui lui rapporte un total de points de 237 et la première place de cette première épreuve du tournoi des 4 tremplins. On joue aussi au tennis en ce moment en Australie où c'est l'été. Le Français Patrick Proisy n'a pas pu accéder à la finale des internationaux de Melbourne. Proisy a été éliminé en 3-7 par l'Australien John Newcombe. Le réveillon, il est grand temps d'y penser si ce n'est déjà fait. En tout cas, si vous voulez éviter la crise de foi, n'imitez surtout pas les malfaiteurs qui sont allés rafler pour 100 000 francs, c'est-à-dire 10 millions d'anciens francs, de liqueurs et de chocolat chez un grossiste de la rue de Turenne à Paris. On se demande d'ailleurs comment ils vont s'y prendre pour écouler toute cette marchandise. En ce qui nous concerne, profitons plutôt des sages conseils de Christiane Delacroix. C'est la grande parade qui, dans les vitrines, vous invite aux agapes pour la prochaine nuit de la Saint-Sylvestre. Malgré tout, la tradition reste la tradition. Et tous ceux qui le pourront attendront la naissance de 1973 autour d'une table agréablement servie pour ce fameux soir de réveillon. Qu'il soit pantagruélique ou bien des plus modestes, selon les moyens financiers de chacun. Les idées ne manquent pas, mais encore faut-il ne pas dépasser le budget que l'on s'est accordé. Pour l'heure, on peut toujours manger ou boire des yeux. On enregistre une petite hausse sur les étiquettes. Oui, eh bien cette année, ça a augmenté environ entre 5 et 6% selon différents rayons. Par rapport à l'an dernier? Par rapport à l'an dernier, bien sûr. Il n'empêche que les clients sont toujours nombreux. Clients toujours nombreux, nous avons très bien travaillé cette année, environ 25-30% de plus que l'année dernière. Ça s'explique? Ça s'explique, c'est la fin de l'année, les gens aiment beaucoup manger, ils aiment faire la fête, ils apprécient Noël encore. Quel est le budget que vous prévoyez pour ce réveillon? Eh bien, par personne, au-dessous de 30 ou 40 francs, c'est assez difficile. Mais enfin, même au-dessous de ce budget, moi, ça m'est arrivé ici, il y a quelques années, nous étions très nombreux et entre amis, tous de moyens assez limités. Et je suis arrivée vraiment à faire un réveillon très amusant et beaucoup moins cher que tout le monde l'imaginait finalement. Dans les boutiques, les coins pique-nique, vraiment précieux pour un réveillon de dernière minute. Un peu de paysanne, voilà.
qu'est-ce que c'est que vos beignets? Ce sont des beignets de crevettes. Des beignets de crevettes? Oui. Vous les vendez combien? 85 francs le kilo. 85 francs le kilo. Et le petit cochon? 100 francs le kilo. Il est truffé avec des pistaches. Comment ça va-t-il se passer? Eh bien, ça va se passer chez moi, dans mon petit studio, en tête-à-tête, avec un tout petit peu de caviar. Pas à la louche? Non, malheureusement, ce n'est pas le cas. À la petite cuillère, disons. Indispensable, mais attention au prix. Dans les magasins à grande surface, les stands ont tous pris des allures de fête. Et dans les marchés des petits quartiers, c'est déjà la bonne humeur. Comment va se passer la soirée du réveillon pour vous? Ah ben, on va sortir avec des amis, on participe à un grand dîner, et puis après on danse, on s'amuse. Que votre réveillon soit joyeux, donc réussi, avec les vœux à échanger sous le gui de l'an 9. Oublions la fête un instant, si vous le voulez bien. Je viens de recevoir une précision en ce qui concerne la décision du président Nixon d'arrêter les bombardements sur le Nord-Vietnam. En effet, il a été décidé en revanche que les ports nord-vietnamiens resteraient minés jusqu'à nouvel ordre. Comment classer les 10 événements de l'année qui s'achèvent? Ce n'est pas facile, bien sûr, mais si vous voulez gagner un téléviseur ou un autoradio, je vous conseille d'essayer. C'est un concours organisé par 24 heures sur la Une, dont voici la présentation. Prenez vite de quoi écrire. Pour participer au concours des 10 événements, vous devez classer ces événements selon l'importance que vous leur accordez sur le plan historique. Événement numéro 1, les partis en campagne. La bataille préélectorale a fait rage de longs mois avant l'ouverture officielle de la campagne. Événement numéro 2, le long chemin de la paix au Vietnam. Événement numéro 3, les Françaises en mutation. Une année de revendications, mais aussi d'importantes mesures gouvernementales en faveur de la femme. Événement numéro 4, des hommes sur la Lune, des robots dans l'espace. Les engins exploratoires envoyés vers Mars, Vénus et Jupiter prennent le relais d'Apollo. Événement numéro 5, le changement de gouvernement en France. Événement numéro 6, l'attentat de Munich. Événement numéro 7, la victoire de M. Brandt. Événement numéro 8, les églises et la politique. Les catholiques rassemblés à Lourdes et les protestants à Caen définissent leur attitude devant les problèmes politiques. Événement numéro 9, l'inflation et la hausse des prix. Événement numéro 10, l'Europe à 9. En 1972, la communauté européenne est passée de 6 à 9 membres. Une liste type sera établie d'après l'ensemble de vos réponses. Les concurrents qui auront indiqué cette liste seront retenus pour la sélection finale. Une question subsidiaire départagera les ex-aequos. Attention, il s'agit d'indiquer les noms des présentateurs et non ceux des chroniqueurs spécialisés dans diverses rubriques. Les réponses devront être envoyées avant le 8 janvier minuit au service de presse de la première chaîne, 19 rue Cognac-Gray, Paris. Écoutez bien ceci. La France, dans 13 ans, sera le plus puissant pays de toute l'Europe. Voilà une prévision pour le moins inattendue, n'est-ce pas? Et pourtant, elle émane d'un organisme dont on peut difficilement mettre en doute l'objectivité. Il s'agit en effet de l'Institut américain Hudson, qui s'est déjà signalé il y a une quinzaine d'années, en annonçant que le Japon allait devenir une des nations les plus puissantes du monde, ce qui s'est dûment vérifié. C'est l'hebdomadaire Le Point qui révèle les travaux et les conclusions de l'Institut Hudson dans son édition de la semaine prochaine. Nous aurons très certainement l'occasion d'en reparler. Toute l'équipe de 24 heures sur la Une vous souhaite, mesdames et messieurs, une excellente soirée.